Les Hauts de Hurlevent, partie 4, chapitre 10. Charmante introduction à la vie d'ermite. 4 semaines de torture, d'agitation, de maladie. Oh, ce vent glacial, ce ciel sinistre du nord, ces routes impraticables, ces médecins de campagne qui ne viennent jamais. Et cette absence de toute physionomie humaine. Et pis que tout cela, le terrible arrêt de Kenneth, qui m'a donné à entendre que je ne devais pas compter de sortir avant le printemps. Monsieur Heathcliff vient de m'honorer de sa visite. Il y a environ une semaine, il m'a envoyé un couple de coqs de bruyère, les derniers de la saison. Le coquin. Il n'est pas entièrement innocent de ma maladie, et j'avais bien envie de le lui dire. Mais, hélas, comment aurais-je pu offenser un homme qui a été assez charitable pour passer une bonne heure à mon chevet et pour me parler d'autre chose que de pilules, de potions, de versicatoires et de sangsues? Je jouis en ce moment d'un agréable répit. Je suis trop faible pour lire, pourtant il me semble que j'aurais plaisir à écouter quelque chose d'intéressant. Pourquoi ne pas demander à Mrs. Dean de finir son récit? Je me souviens des principaux incidents jusqu'au point où elle en était arrivée. Oui, je me souviens que son héros s'était sauvé, qu'on n'avait plus entendu parler de lui depuis 3 ans, et que l'héroïne s'était mariée. Je vais sonner. Elle sera enchantée de me trouver en état de causer gaiement. Mrs. Dean est entrée. « Il y a encore 20 minutes, monsieur, avant l'heure de votre médecine, a-t-elle commencé. « Au diable la médecine! Je voudrais avoir... » ai-je répliqué. « Le docteur a dit que vous deviez cesser de prendre les poudres. »« Avec grand plaisir. Mais ne m'interrompez pas. Venez vous asseoir là. Laissez en repos ce bataillon de drogues amères. Tirez votre tricot de votre poche. Bien. Et maintenant, continuez-moi l'histoire de monsieur Heathcliff, du point où vous l'aviez laissé jusqu'aujourd'hui. A-t-il terminé son éducation sur le continent et en est-il revenu gentleman accompli? Ou a-t-il obtenu une place d'étudiant servant dans un collège? Ou s'est-il enfui en Amérique et couvert de gloire en versant le sang des enfants de son pays natal? Ou a-t-il fait fortune d'une manière plus expéditive sur les grands chemins d'Angleterre? Il est possible qu'il ait fait un peu de chacun de ces métiers, monsieur Lockwood, mais je ne puis rien vous garantir. Je vous ai déjà dit que j'ignorais comment il avait amassé son argent. Je ne connais pas davantage les moyens qu'il a employés pour tirer son esprit de la sauvage ignorance où il était plongé. Mais, avec votre permission, je vais continuer à ma façon, si vous pensez que cela doive vous distraire sans vous fatiguer. Vous sentez-vous mieux ce matin? Beaucoup mieux. Voilà une bonne nouvelle. Je suivis Miss Catherine à Thrushcross Grange, et j'eus l'agréable surprise de constater que mes conjectures étaient erronées et qu'elle s'y conduisait infiniment mieux que je n'aurais osé l'espérer. Elle semblait presque trop éprise de M. Linton. Elle témoignait même une grande affection pour Isabelle. Le frère et la sœur, du reste, étaient très attentifs à son bien-être. Ce n'était pas l'épine qui se penchait vers le chèvrefeuille, mais les chèvrefeuilles qui embrassaient l'épine. Aucune concession mutuelle. L'une ne fléchissait jamais, et les autres cédaient toujours. Comment pourrait-on être hargneux et avoir mauvais caractère lorsqu'on ne rencontre ni opposition ni indifférence? J'observais que M. Edgar avait la crainte bien enracinée d'exciter l'humeur de sa femme. Il lui cachait cette crainte, mais si jamais il m'entendait lui répondre sèchement, ou s'il voyait tout autre domestique faire la grimace à quelque ordre trop impératif de sa part, il manifestait son déplaisir par un froncement de sourcils qu'on ne remarquait jamais quand il était seul en cause. Plus d'une fois, il me parla sévèrement au sujet de mon impertinence. Il m'affirma qu'un coup de couteau ne lui infligerait pas une douleur pire que celle qu'il ressentait quand il voyait sa femme contrariée. Pour ne pas faire de peine à un si bon maître, j'appris à modérer ma vivacité. Pendant l'espace d'une demi-année, la poudre resta aussi inoffensive que du sable, car aucune flamme n'approcha d'elle pour la faire détonner. Catherine avait de temps en temps des crises de mélancolie et de silence.
Son mari les respectait avec une sympathie discrète, les attribuant à une altération de sa santé produite par sa grave maladie, car auparavant elle n'avait jamais été sujette à de tels abattements. Le retour de la gaieté chez elle ramenait aussi chez lui la gaieté. Je crois pouvoir affirmer qu'ils étaient vraiment en possession d'un bonheur tous les jours plus profond. Ce bonheur eut une fin. Voyez-vous, il faut bien qu'à la longue nous pensions un peu à nous-mêmes. L'égoïsme des natures tendres et généreuses est seulement plus justifié que celui des natures altières. Leur bonheur cessa donc quand les circonstances leur firent sentir à chacun que l'intérêt de l'un n'était pas l'objet principal des pensées de l'autre. Par une lourde soirée de septembre, je rentrais du jardin avec un lourd panier de pommes que je venais de cueillir. La nuit venait, la lune brillait par-dessus le mur élevé de la cour. Elle donnait naissance à des ombres vagues qui semblaient tapies dans les angles formés par les nombreuses saillies de la maison. Je posai mon fardeau sur les marches près de la porte de la cuisine, pour m'accorder quelques instants de repos et respirer encore quelques bouffées de cet air tiède et embaumé. Je regardais la lune, le dos tourné à l'entrée, quand j'entendis derrière moi une voix qui disait « Nelly, est-ce vous ?» C'était une voix grave, d'un accent étranger. Pourtant il y avait dans la manière de prononcer mon nom un je ne sais quoi qui sonnait familièrement à mon oreille. Je me retournai, non sans frayeur, pour découvrir qui avait parlé, car les portes étaient fermées et je n'avais vu personne en approchant des marches. Quelque chose remua sous le porche. Je m'avançai et distinguai un homme de haute taille avec des vêtements foncés, la figure et les cheveux bruns. Il était appuyé contre la paroi et tenait les doigts sur le loquet, comme s'il se préparait à ouvrir lui-même. Qui cela peut-il être, pensai-je. Monsieur Earnshaw ? Oh non, ce n'est pas du tout sa voix. Il y a 1 heure que j'attends ici, reprit l'inconnu, tandis que je continuais de le dévisager. Et pendant ce temps, tout autour de moi est resté calme comme la mort. Je n'ai pas osé entrer. Vous ne me reconnaissez pas ? Regardez-moi, je ne suis pas un étranger. Un rayon de lune tomba sur son visage. Les joues étaient blêmes, à moitié cachées sous des moustaches noires, les sourcils tombants, les yeux profondément enfoncés et très caractéristiques. Je me rappelais ses yeux. « Quoi ?» m'écriai-je, me demandant si je devais le regarder comme un visiteur de ce monde. Et, stupéfaite, je levai les bras au ciel. « Quoi ? Vous, revenu ? Est-ce vraiment vous ? Est-ce vous ?»« Oui, moi, Heathcliff, » répondit-il, en tournant le regard vers les fenêtres, qui reflétaient une vingtaine de lunes éclatantes, mais sans révéler aucune lumière à l'intérieur. « Sont-ils à la maison ? Où est-elle, Nelly ? Vous n'êtes pas contente ? Il n'y a pas de quoi être si troublée. Est-elle ici ? Parlez, j'ai besoin de lui dire un mot, à elle, à votre maîtresse. Allez lui dire que quelqu'un de Gimmerton désire la voir. » Comment va-t-elle prendre la chose ? Que va-t-elle faire ? La surprise qui m'égare va la rendre folle. Ainsi vous êtes bien Heathcliff ? Mais si changé ? Non, c'est à n'y rien comprendre. Avez-vous servi dans l'armée ? Allez faire ma commission, interrompit-il avec impatience. Je serai en enfer tant que vous ne l'aurez pas faite. Il souleva le loquet et j'entrai. Mais quand j'arrivai devant le petit salon où se tenaient Monsieur et Mrs. Linton, je ne pus me résoudre à aller plus loin. Enfin, je me décidai à prendre un prétexte en leur demandant s'ils ne voulaient pas que j'allumasse les bougies, et j'ouvris la porte. Ils étaient assis près de la fenêtre, dont les volets étaient rejetés contre le mur, et par laquelle on apercevait, au-delà des arbres du jardin et du parc sauvage et verdoyant, la vallée de Gimmerton, avec une longue tramée de brouillard qui montait en tournoyant presque jusqu'à son sommet. Car immédiatement après avoir passé la chapelle, comme vous avez pu le remarquer, le canal qui sert d'écoulement au marais se réunit à un ruisseau qui suit la courbe du vallon. Les hauts de Hurlevent s'élevaient au-dessus de cette vapeur argentée, mais notre vieille maison était invisible,
C'est au flanc de l'autre versant qu'elle s'accroche. La pièce et ses occupants, comme la scène qu'ils contemplaient, respiraient la paix la plus complète. J'éprouvais une vive répugnance à m'acquitter de ma mission, et j'étais sur le point de sortir sans l'avoir remplie, après avoir fait ma question au sujet des bougies, quand le sentiment de ma folie me poussa à revenir sur mes pas et à murmurer « Quelqu'un de Gimmerton désire vous voir, madame. »« Que veut-il » demanda Mrs. Linton. Je ne l'ai pas questionné. « Bien, fermez les rideaux, Nelly, et apportez le thé. Je reviens dans un instant. » Elle quitta le salon. Monsieur Edgar demanda d'un ton insouciant qui c'était. « Quelqu'un que madame n'attend pas, répondis-je. C'est ce Heathcliff. Vous le rappelez, monsieur, qui habitait chez monsieur Earnshaw. »« Quoi? Le bohémien? Le garçon de charrue ?» s'écria-t-il. « Pourquoi ne l'avez-vous pas dit à Catherine ?»« Chut, il ne faut pas lui donner ces noms-là, maître. Elle serait très peinée si elle vous entendait. Son cœur s'est presque brisé quand il s'est enfui. Je suis sûre que son retour sera une fête pour elle. » Monsieur Linton se dirigea vers une fenêtre donnant sur la cour, à l'autre bout de la pièce. Il l'ouvrit et se pencha dehors. Je suppose qu'ils étaient en dessous, car il s'écria vivement. « Ne restez pas là, mon amour. Faites entrer le visiteur, si c'est un intime. » Bientôt j'entendis le bruit du loquet, et Catherine, montant en courant, arriva, essoufflée, effarée, trop excitée pour laisser paraître sa joie. À sa figure, on aurait même plutôt supposé qu'une terrible calamité venait de se produire. « Oh, Edgar, Edgar !» s'écria-t-elle, haletante, et en se jetant à son cou. « Oh, Edgar, mon chéri, Heathcliff est revenu, il est là !» Et elle le serrait dans ses bras à l'étouffer. « Bon, bon, » dit son mari avec humeur, « ce n'est pas une raison pour m'étrangler. Il ne m'a jamais fait l'impression d'un trésor si merveilleux. Il n'y a pas lieu de vous affoler. »« Je sais que vous ne l'aimiez pas, » répondit-elle en modérant un peu son ravissement. « Pourtant, par égard pour moi, vous devez être amis maintenant. Faut-il lui dire de monter ? » ?»« Ici, dans le petit salon. »« Et où donc ?» Il avait l'air contrarié et laissa entendre que la cuisine était un endroit qui conviendrait mieux aux visiteurs. Mrs. Linton le regarda d'une drôle de manière, moitié fâché, moitié riant de sa susceptibilité. « Non, » ajouta-t-elle au bout d'un instant, « je ne peux pas le recevoir dans la cuisine. Mettez deux tables ici, Hélène, l'une pour votre maître et pour Miss Isabelle, qui sont l'aristocratie, l'autre pour Heathcliff et pour moi, qui sommes les classes inférieures. Cela vous va-t-il ainsi, chère ? Ou faut-il que je fasse allumer du feu ailleurs ? Dans ce cas, donnez vos instructions. Je descends vite m'assurer de mon hôte. J'ai peur que ma joie soit trop grande pour être fondée sur quelque chose de réel. » Elle allait de nouveau se précipiter dehors, mais Edgar l'arrêta. « Priez-le de monter, » dit-il en s'adressant à moi. « Et vous, Catherine, tâchez d'être contente sans être absurde. Il est inutile que toute la maison vous voie accueillir comme un frère un domestique qui s'est sauvé. » Je descendis et trouvai Heathcliff qui attendait sous le porche, content évidemment qu'il serait invité à entrer. Il me suivit sans paroles inutiles, et je l'introduisis en présence de mon maître et de ma maîtresse, dont les joues enflammées révélaient qu'il venait d'avoir un entretien animé. Mais ce fut un autre sentiment qui brilla sur le visage de la jeune femme quand son amie apparut à la porte. Elle s'élança vers lui, le prit par les deux mains et le conduisit vers Linton. Puis elle saisit les mains de Linton et, malgré lui, le força de prendre celles de Heathcliff. À présent que le feu et les bougies éclairaient en plein celui-ci, j'étais encore plus stupéfaite de sa transformation que je ne l'avais été tout d'abord. C'était maintenant un homme de grande stature, bien bâti, taillé en athlète, auprès duquel mon maître paraissait grêle et avait l'air d'un adolescent. Sa façon de se tenir droit suggérait l'idée qu'il avait été dans l'armée. L'expression et la décision de ses traits lui composaient un visage plus vieux que celui de M. Linton, et qui respirait l'intelligence sans conserver trace de sa dégradation passée. Pourtant, sous ses sourcils abaissés et dans ses yeux pleins d'un feu sombre,
se dissimulait une férocité à demi sauvage, mais maîtrisée. Ses manières étaient même dignes, tout à fait dépourvues de rudesse, bien que trop sévères pour être gracieuses. La surprise de mon maître égala ou dépassa la mienne. Il resta 1 minute à se demander comment il s'adresserait au garçon de charrue, comme il l'appelait. Heathcliff lâcha sa main délicate et le regarda froidement jusqu'à ce qu'il se décidât à parler. « Asseyez-vous, monsieur, dit-il enfin. Mrs. Linton, en souvenir du temps jadis, a désiré que je vous fisse un accueil cordial, et naturellement, je suis heureux de tout ce qui peut lui être agréable. »« Et moi aussi, » répondit Heathcliff, « particulièrement si c'est quelque chose où j'ai une part. Je resterai volontiers 1 heure ou 2. » Il s'assit en face de Catherine, qui tenait les yeux fixes sur lui. Elle semblait craindre qu'il ne disparût si elle les détournait un instant. Lui ne leva pas souvent les yeux sur elle. Un rapide regard de temps à autre suffisait, mais ce regard reflétait, chaque fois avec plus d'assurance, le délice dissimulé qu'il buvait dans le sien. Ils étaient trop absorbés dans leur joie mutuelle pour se sentir embarrassés. Il n'en était pas de même de M. Edgar. Il pâlissait de contrariété. Ce sentiment atteignit le comble quand sa femme se leva et, s'approchant de Heathcliff, lui saisit de nouveau les mains en riant d'un air égaré. « Demain, je m'imaginerai avoir rêvé, s'écria-t-elle. Je ne pourrais pas croire que je vous ai vu, que je vous ai touché, que je vous ai parlé encore une fois. Et pourtant, cruel Heathcliff, vous ne méritez pas cet accueil. Rester 3 ans absent, sans donner signe de vie et sans jamais penser à moi. »« Un peu plus que vous n'avez pensé à moi, » murmura-t-il. « J'ai appris votre mariage, Cathy, il n'y a pas longtemps. Pendant que j'attendais en bas, dans la cour, je méditais ce projet. Entrevoir simplement votre visage, recevoir en retour un regard de surprise, peut-être, et de plaisir affecté. Puis régler mon compte avec Hindley, et enfin prévenir la loi en me faisant justice moi-même. Votre accueil m'a fait sortir ces idées de l'esprit. Mais prenez garde de ne pas me recevoir d'un autre air la prochaine fois. Non, vous ne me chasserez plus. Vous étiez réellement inquiète pour moi, n'est-ce pas? Eh bien, il y avait de quoi. J'ai mené un dur combat dans la vie, depuis le jour où j'ai cessé d'entendre votre voix. Il faut me pardonner, car c'est uniquement pour vous que je luttais. Catherine, si vous ne voulez pas que notre thé soit froid, venez à table, je vous prie, interrompit Linton en s'efforçant de conserver son ton habituel et un degré convenable de politesse. Monsieur Heathcliff a une longue course devant lui, quel que soit l'endroit où il loge cette nuit. Quant à moi, j'ai soif. Elle prit sa place devant la théière. Miss Isabelle arriva, appelée par la cloche. Alors, après avoir avancé les chaises, je sortis. Le repas dura à peine 10 minutes. La tasse de Catherine resta vide. Elle était incapable de manger ou de boire. Edgar avait renversé son thé dans sa soucoupe et avala à peine une bouchée. Leur hôte ne prolongea pas son séjour ce soir-là plus d'1 heure. Je lui demandai, quand il partit, s'il allait à Gimmerton. « Non, à Hurlevent, répondit-il. Monsieur Earnshaw m'a invité, lorsque je lui ai fait visite ce matin. » Monsieur Earnshaw l'avait invité, lui, et il avait fait visite, lui, à monsieur Earnshaw. Je méditais cette phrase avec inquiétude après son départ. Commencerait-il à être un peu hypocrite et revient-il dans le pays pour y tramer le mal sous un masque? Me demandai-je. J'avais au fond du cœur le pressentiment qu'il aurait mieux valu qu'il n'eût pas reparu. Vers le milieu de la nuit, mon premier sommeil fut interrompu par Mrs. Linton qui se glissait dans ma chambre, s'asseyait à mon chevet et me tirait par les cheveux pour me réveiller. « Je ne puis pas dormir, Hélène, » commença-t-elle en manière d'excuse, « et j'ai besoin d'une créature vivante pour me tenir compagnie dans mon bonheur. Edgar est grognon parce que je suis heureuse d'une chose qui ne l'intéresse pas. Il refuse d'ouvrir la bouche, sauf pour tenir des propos maussades et absurdes. Il m'a affirmé que j'étais cruelle et égoïste de vouloir le faire parler alors qu'il est souffrant et qu'il a sommeil.
Il trouve toujours moyen d'être souffrant à la moindre contrariété. J'ai prononcé quelques phrases élogieuses pour Heathcliff, et sous l'influence de la migraine ou d'un accès d'envie, il s'est mis à pleurer. Je me suis levée et je l'ai laissé. « À quoi bon lui faire l'éloge de Heathcliff ?» répondis-je. « Enfant, ils avaient de l'aversion l'un pour l'autre, et il serait tout aussi désagréable à Heathcliff d'entendre chanter des louanges de votre mari. C'est la nature humaine. Ne parlez pas de lui à M. Linton, si vous ne voulez pas faire naître entre eux une querelle ouverte. Mais n'est-ce pas faire preuve d'une grande faiblesse ? Je ne suis pas envieuse. Je ne me suis jamais sentie blessée par le lustre des cheveux blonds d'Isabelle, ni par la blancheur de sa peau, ni par son élégance recherchée, ni par la prédilection que tout le monde ici lui témoigne. Vous-même, Nelly, s'il y a parfois une dispute entre elle et moi, vous prenez aussitôt son parti. Et je cède comme une mère trop faible. Je l'appelle ma chérie et la flatte pour lui rendre sa bonne humeur. Cela fait plaisir à son frère de nous voir en bons termes, et à moi aussi par conséquent. Mais ils se ressemblent beaucoup. Ce sont des enfants gâtés qui se figurent que le monde a été fait pour eux. Quoique je sois indulgente à tous deux, je pense qu'un bon châtiment pourrait néanmoins leur faire du bien. Vous vous trompez, Miss Linton. Ce sont eux qui sont indulgents pour vous. Je sais ce qui arriverait s'ils ne l'étaient pas. Vous pouvez bien leur passer leurs petits caprices, tant que leur préoccupation est de prévenir tous vos désirs. Mais il se peut qu'à la fin, vous vous heurtiez à propos de quelque chose qui soit d'égale conséquence pour les deux parties. Et alors, ceux que vous appelez faibles seront très capables de se montrer aussi obstinés que vous. Et alors, nous lutterons à mort, n'est-ce pas, Nelly ? Répliqua-t-elle en riant. Non, je vous le dis, j'ai une telle foi dans l'amour de Linton que je crois que je pourrais essayer de le tuer sans qu'il eût le désir de se venger. Je lui conseillai de ne l'estimer que davantage pour l'affection qu'il y témoignait. C'est ce que je fais, répondit-elle. Mais ce n'est pas une raison pour qu'il pleurniche à propos de bagatelles. C'est puéril. Au lieu de fondre en larmes, parce que j'ai dit que Heathcliff était maintenant digne de la considération de tous et que ce serait un honneur pour le premier gentleman du pays d'être son ami, il aurait dû le dire à ma place et se réjouir par sympathie. Il faut qu'il s'habitue à lui, et il peut même lui être reconnaissant. Si l'on considère toutes les raisons qu'a Heathcliff de lui en vouloir, je trouve que Heathcliff s'est parfaitement conduit. « Que pensez-vous de sa visite à Hurlevent ?» demandai-je. « Il se serait donc amendé à tous égards. Le voici tout à fait chrétien. Il tend cordialement la main à tous ses ennemis à la ronde. » Il m'a expliqué cette visite. Je m'en étonne autant que vous. Il m'a dit qu'il était allé là-bas pour y avoir par vous de mes nouvelles, supposant que vous y résidiez toujours. Joseph avertit Hindley, qui sortit et se mit à le questionner sur ce qu'il avait fait, la manière dont il avait vécu, et finalement le pria d'entrer. Il y avait là plusieurs personnes qui jouaient aux cartes. Heathcliff se joignit à elles. Mon frère perdit quelque argent contre lui et, le trouvant abondamment pourvu, l'invita à revenir dans la soirée. Il y consentit. Hindley est trop insouciant pour choisir ses relations. Il ne prend pas la peine de songer aux raisons qu'il pourrait avoir de se méfier d'un homme qu'il a indignement outragé. Mais Heathcliff affirme que son principal motif pour renouer connaissance avec son ancien persécuteur est son désir de s'installer dans le voisinage de la grange, ainsi que son attachement à la demeure où nous avons vécu ensemble, et aussi l'espoir que j'aurais plus d'occasion de le voir là que je n'en aurais eu s'il s'était fixé à Gimmerton. Il a l'intention de se montrer large pour obtenir l'autorisation de loger à Hurlevent, et sans doute la cupidité de mon frère le déterminera à accepter ces conditions. Il a toujours été avide, mais ce qu'il attrape d'une main, il le gaspille de l'autre. C'est un joli endroit, comme installation pour un jeune homme, remarquai-je. Ne craignez-vous pas les conséquences possibles, Mrs. Linton ? Pas pour mon ami. Sa forte tête le préservera du danger. Pour Hindley, un peu. Mais, moralement, il ne peut tomber plus bas qu'il n'est, et je suis là pour le protéger du mal physique. L'événement de cette soirée m'a réconcilié avec Dieu et l'humanité. J'en étais arrivé à la colère et à la rébellion contre la Providence. Oh,
J'ai enduré une souffrance très, très amère, Nelly. Si cet homme s'en doutait, il aurait honte de gâter par son irritation absurde le soulagement que j'éprouve. C'est par bonté pour lui que j'ai été amenée à supporter seule ma douleur. Si j'avais laissé paraître l'angoisse que je ressentais souvent, il aurait bien vite désiré aussi ardemment que moi de l'avoir allégée. Quoi qu'il en soit, c'est fini, et je ne veux pas me venger de sa folie. Désormais, je puis braver toutes les épreuves. Si l'être le plus vil me frappait sur une joue, non seulement je tendrais l'autre, mais je demanderais pardon de l'avoir provoqué. Et pour preuve, je vais faire tout de suite ma paix avec Edgar. Bonsoir, je suis un ange. C'est dans cette plaisante conviction qu'elle me quitta, et le succès de la mise en pratique de sa résolution fut évident dès le lendemain. Non seulement M. Linton avait renoncé à sa maussaderie, bien que son moral parût toujours subjugué par l'exubérante vivacité de Catherine, mais il ne hasarda même aucune objection à ce qu'elle emmenât Isabelle à Hurlevent avec elle l'après-midi. Elle l'en récompensa par un été de douceur et d'affection qui fit de la maison un paradis pour plusieurs jours, maître et serviteur profitant ensemble de ce perpétuel éclat du soleil. Monsieur Heathcliff, devrais-je dire à l'avenir, n'usa qu'avec circonspection au début de la liberté de venir à Thrushcross Grange. Il semblait étudier jusqu'à quel point le maître supporterait son intrusion. Catherine, elle aussi, estima à propos de modérer en le recevant l'expression de son plaisir. Peu à peu, il établit son droit à être attendu. Il conservait beaucoup de la réserve qui le caractérisait dans son adolescence, et cela lui permettait de réprimer toute démonstration trop vive de sentiment. L'inquiétude de mon maître se calma, et d'autres événements vinrent le détourner pour quelque temps dans une autre direction. Des soucis nouveaux et imprévus fondirent sur lui. Isabelle Linton laissa malheureusement paraître un penchant soudain et irrésistible pour l'hôte qu'il tolérait. C'était à cette époque une charmante jeune fille de 18 ans, enfantine dans ses manières, bien qu'ayant un esprit fin, des sentiments ardents et un caractère vif dès qu'on l'irritait. Son frère, qui l'aimait tendrement, fut consterné de cette fantasque inclination, sans parler de ce qu'aurait eu de dégradant une alliance avec un homme sans nom, ni de la possibilité que sa fortune, à défaut d'héritier mâle, passât aux mains d'un tel individu. Il était assez sensé pour comprendre le tempérament de Heathcliff et savoir que, si son extérieur s'était modifié, sa nature ne pouvait pas changer et n'avait pas changé. Il redoutait cette nature, elle le révoltait. Il reculait comme sous l'empire d'un pressentiment devant l'idée de confier Isabelle à sa garde. Sa répulsion eût été bien plus vive encore s'il avait su que l'attachement de sa sœur était né sans avoir été sollicité et n'éveillait chez celui qui en était l'objet aucune réciprocité de sentiment, car à l'instant qu'Edgar en avait découvert l'existence, il l'avait incriminé comme un dessein prémédité de Heathcliff. Nous avions tous remarqué, depuis quelque temps, que Miss Linton se tourmentait et soupirait après quelque chose. Elle devenait maussade et fatigante. Elle brusquait et taquinait continuellement Catherine, au risque, qui était imminent, de lasser la patience limitée de celle-ci. Nous l'excusions jusqu'à un certain point à cause de sa mauvaise santé. Elle languissait et dépérissait à vue d'œil. Un jour, cependant, elle s'était montrée particulièrement désagréable. Elle avait refusé son déjeuner, s'était plainte que les domestiques ne lui obéissent point, que Catherine ne lui permit d'être rien dans la maison, qu'Edgar la négligea, qu'elle eût pris froid parce que les portes étaient restées ouvertes, qu'on eût laissé éteindre le feu du petit salon exprès pour la contrarier, avec cent autres accusations encore plus frivoles. Mrs. Linton insista d'un ton péremptoire pour qu'elle se mît au lit, et après l'avoir sérieusement tancée, elle menaça d'envoyer chercher le docteur. Au nom de Kenneth, Miss Linton s'écria aussitôt que sa santé était excellente et que c'était seulement la dureté de Catherine qui la rendait malheureuse. « Comment pouvez-vous dire que je suis dure, méchante enfant gâtée ?» s'écria ma maîtresse, stupéfaite de cette assertion déraisonnable. « Vous perdez sûrement la tête. Quand ai-je été dure? Dites-moi.
Hier, gémit Isabelle. Et maintenant? Hier? À quel propos? Pendant notre promenade dans la lande. Vous m'avez dit d'aller où je voudrais, pendant que vous flâniez avec M. Heathcliff. Et c'est ce que vous appelez de la dureté? Dit Catherine en riant. Il n'y avait pas là la moindre insinuation que votre compagnie nous gênât. Il nous était bien indifférent que vous fussiez ou non avec nous. Je pensais simplement que la conversation de Heathcliff n'avait rien d'amusant pour vous. Oh non, reprit la jeune fille en pleurant. Vous vouliez m'éloigner parce que vous saviez que j'avais plaisir à rester. Est-elle dans son bon sens? Demanda Mrs. Linton en s'adressant à moi. Je vais vous rapporter notre conversation mot pour mot, Isabelle, et vous m'indiquerez tous les points qui auraient pu vous charmer. Peu m'importe la conversation, je voulais être avec. Eh bien, dit Catherine, en la voyant hésiter à achever sa phrase. Avec lui. Et je ne veux pas être toujours renvoyée, continua-t-elle en s'animant. Vous êtes comme un chien devant sa mangeoire, Cathy. Et vous voulez être seule à être aimée. Impertinent petit singe, s'écria Mrs. Linton, surprise. Mais je ne puis croire cette bêtise. Il est impossible que vous aspiriez à l'admiration de Heathcliff, que vous le regardiez comme un être agréable. J'espère que je vous ai mal comprise, Isabelle. Non, pas du tout, répondit Isabelle, donnant libre cours à sa passion. Je l'aime plus que vous n'avez jamais aimé Edgar, et il pourrait m'aimer si vous ne vous y opposiez pas. En ce cas, je ne voudrais pas être à votre place pour un empire, déclara Catherine avec emphase, et elle semblait parler sincèrement. Nelly, aidez-moi à la convaincre de sa folie. Montrez-lui ce qu'est Heathcliff, un être resté sauvage, sans raffinement, sans culture, un désert aride d'ajoncs et de basalte. J'aimerais autant mettre le petit canari que voilà dans ce parc un jour d'hiver que de vous conseiller de lui confier votre cœur. C'est une déplorable ignorance de son caractère, mon enfant, et rien d'autre, qui vous a fait entrer ce rêve dans la tête. Je vous en prie, ne vous imaginez pas qu'il cache des trésors de bienveillance et d'affection sous un extérieur sombre. Ce n'est pas un diamant brut, une huître contenant une perle. C'est un homme féroce, impitoyable, un loup. Je ne lui dis jamais « Laissez en paix tel ou tel de vos ennemis » parce qu'il serait peu généreux ou cruel de lui faire du mal. Je lui dis « Laissez-les en paix » parce qu'il me déplairait extrêmement de leur voir faire tort. Il vous écraserait comme un œuf de moineau, Isabelle, s'il trouvait en vous un fardeau importun. Je sais qu'il ne peut pas aimer une Linton, et pourtant il serait très capable d'épouser votre fortune et vos espérances. L'avance devient son péché dominant. Voilà le portrait que je fais de lui, et je suis son amie, au point que, s'il avait sérieusement songé à vous captiver, j'aurais peut-être retenu ma langue pour vous laisser tomber dans son piège. Miss Linton regardait sa belle-sœur avec indignation. « Quelle honte! Quelle honte! » répéta-t-elle d'un ton irrité. « Vous êtes pire que 20 ennemis, venimeux amis. »« Ah, vous ne voulez pas me croire alors? Vous pensez que mes paroles sont dictées par un perfide égoïsme? J'en suis certaine, et vous me faites horreur. Bon, essayez vous-même, si le cœur vous en dit. J'ai fini, et je ne soutiendrai pas la discussion avec votre insolence effrontée. Et il faut que je souffre à cause de son égoïsme, dit en sanglotant la jeune fille, pendant que Mrs. Linton quittait la pièce. Tout est contre moi. Elle a empoisonné mon unique consolation. Mais ce qu'elle a dit est faux, n'est-ce pas? Monsieur Heathcliff n'est pas un démon. Il a une âme honnête et droite. Autrement, comment se serait-il souvenu d'elle? Bannissez-le de vos pensées, miss, dis-je. C'est un oiseau de mauvais augure. Ce n'est pas un parti pour vous. Mrs. Linton a parlé avec sévérité, et cependant je ne puis pas la contredire. Elle connaît son cœur mieux que moi-même, ou que personne, et elle ne le représenterait jamais comme plus mauvais qu'il n'est. Les honnêtes gens ne cachent pas leurs actions. Comment a-t-il vécu? Comment est-il devenu riche? Pourquoi séjourne-t-il à Hurlevent chez un homme qu'il déteste? On dit que M. Earnshaw est pire que jamais depuis son arrivée. Ils passent continuellement la nuit ensemble. Hindley a emprunté de l'argent sur sa terre et ne fait que jouer et boire.
Il n'y a pas plus d'une semaine, j'ai rencontré Joseph à Gimmerton, et je lui ai parlé. Nelly, m'a-t-il dit, nous aurons bientôt une enquête de coroner par chez nous. Il y en a un qui a le doigt presque arraché en empêchant l'autre de s'embrocher comme un vieux. C'est le maître, vous savez, qui est bien capable d'aller devant les grandes assises. Il n'a point peur du banc des juges, ni de Paul, ni de Pierre, ni de Jean, ni de Matthieu, ni de personne, lui. Il voudrait bien, il se languisse les défier de son regard affronté. Et ce bon gars de Heathcliff, pensez-vous que c'est un gaillard ordinaire? Il sait grimacer un rire comme pas un et une plaisanterie diabolique. Est-ce qu'il vous raconte jamais rien de la jolie vie qu'il mène quand c'est qu'il vient à la grange? V'là qu'en est, levé à l'heure que le soleil se couche, les dés, le brandy, les volets fermés et les chandelles jusqu'au lendemain midi. Alors le fou il s'en va dans sa chambre en jurant et en hurlant que les honnêtes gens s'embouchent les oreilles de honte. Et le coquin, il sait compter ses sous, et manger, et dormir, et puis aller chez les voisins pour bavarder avec sa femme. Probable, hein, qui raconte à dame Catherine comment que l'argent de son père y passe dans ses poches à lui, et comment que le fils de son père y galope sur la grande route pendant que lui file devant pour ouvrir les barrières. Eh bien, Miss Linton, Joseph est un vieux drôle, mais ce n'est pas un menteur, et si sa description de la conduite de Heathcliff est exacte, vous ne songeriez jamais à désirer un pareil mari, je pense. Vous êtes liguée avec les autres, Hélène, répondit-elle. Je ne veux pas écouter vos médisances. Faut-il que vous soyez malveillante pour vouloir me convaincre qu'il n'y a pas de bonheur en ce monde? Aurait-elle fini par triompher de ce penchant si elle eût été laissée à elle-même, ou aurait-elle continué d'y céder indéfiniment? C'est ce que je ne saurais dire. Elle eut peu de temps pour réfléchir. Le lendemain, il y eut une séance de justice à la ville voisine. Mon maître fut obligé d'y assister, et M. Heathcliff, au courant de son absence, arriva plus tôt que d'habitude. Catherine et Isabelle étaient dans la bibliothèque, fâchées l'une contre l'autre, mais silencieuses. Celle-ci, un peu alarmée de sa récente imprudence, inquiète d'avoir révélé ses sentiments intimes dans un accès passager de passion. Celle-là, après mûre considération, réellement irritée contre sa compagne, et, si elle riait encore de son impertinence, disposée à n'en pas faire un sujet de plaisanterie avec elle. Elle rit vraiment quand elle vit Heathcliff passer devant la fenêtre. J'étais en train de balayer le foyer, et je remarquai sur ses lèvres un sourire méchant. Isabelle, plongée dans ses méditations ou dans un livre, ne bougea pas jusqu'à ce que la porte s'ouvrît. Il était trop tard pour qu'elle essayât de s'enfuir, ce qu'elle aurait volontiers fait si c'eût été possible. « Entrez, voilà qui est bien !» s'écria gaiement ma maîtresse en avançant une chaise près du feu. « Vous voyez deux personnes qui ont bien besoin d'une troisième pour faire fondre la glace entre elles, et vous êtes précisément celui que nous aurions toutes deux choisi. Heathcliff, je suis fière de vous montrer enfin quelqu'un qui raffole de vous plus que moi-même. Je pense que vous vous sentez flatté. Non, ce n'est pas Nelly. Inutile de la regarder. Ma pauvre petite belle-sœur est en train de se briser le cœur dans la simple contemplation de votre beauté physique et morale. Vous n'avez qu'à vouloir pour devenir le frère d'Edgar. Non, non, Isabelle, vous ne vous sauverez pas, poursuivit-elle, en arrêtant avec un fin enjouement la jeune fille confuse qui s'était levée indignée. Nous nous querellions à votre sujet comme des chattes, Heathcliff, et j'étais nettement battue en protestation de dévouement et d'admiration. Qui plus est, j'ai été avertie que, si je voulais bien avoir le bon goût de me tenir à l'écart, ma rivale, comme elle se qualifie elle-même, vous transpercerait le cœur d'une flèche qui vous fixerait à jamais et qui plongerait mon image dans un éternel oubli. « Catherine, » dit Isabelle en appelant à son aide sa dignité et dédaignant de lutter pour se dégager de l'énergique étreinte qui la retenait. « Je vous serais reconnaissante de rester dans la vérité et de ne pas me calomnier, même en plaisantant. Monsieur Heathcliff, ayez l'obligeance de demander à votre amie de me lâcher. Elle oublie que vous et moi ne sommes pas des intimes, et ce qui l'amuse est pour moi pénible, au-delà de toute expression. » Comme le visiteur, sans rien répondre, s'asseyait
et avait l'air parfaitement indifférent aux sentiments qu'elle pouvait éprouver pour lui, elle se tourna vers sa persécutrice et murmura un pressant appel pour que celle-ci lui rendît sa liberté. « Jamais de la vie !» s'écria Mrs. Linton. « Je ne veux pas être encore traitée de chien devant sa mangeoire. Vous resterez. Et maintenant, Heathcliff, pourquoi ne témoignez-vous pas de satisfaction à mes plaisantes nouvelles ? Isabelle jure que l'amour qu'Edgar a pour moi n'est rien en comparaison de celui qu'elle nourrit pour vous. Je suis sûre qu'elle a dit quelque chose comme cela. N'est-ce pas, Hélène ? Elle a jeûné depuis notre promenade d'avant-hier, par chagrin et dépit que je l'ai écartée de votre société que je jugeais peu agréable pour elle. Je crois que vous lui prêtez des pensées qu'elle n'a pas, dit Heathcliff en tournant sa chaise pour leur faire face. Elle désire être débarrassée de ma société en ce moment, en tout cas. Il regarda fixement l'objet de la conversation, comme on regarderait un animal étrange et repoussant. Une scolopendre des Indes, par exemple, que la curiosité vous pousse à examiner en dépit de l'aversion qu'elle inspire. La pauvre enfant ne put endurer cet examen. Elle pâlit et rougit tour à tour et, tandis que les larmes perlaient sur ses cils, elle appliqua la force de ses doigts frêles à s'affranchir de la ferme étreinte de Catherine. Mais voyant qu'aussitôt qu'elle parvenait à soulever l'un des doigts posés sur son bras, un autre s'abaissait, et qu'elle ne pouvait se débarrasser de tous à la fois, elle se mit à employer ses ongles, dont les pointes ornementèrent bientôt de croissants rouges la main de sa geôlière. « Quelle tigresse !» s'écria Mrs. Linton en la relâchant et secouant sa main endolorie. « Allez-vous-en, pour l'amour de Dieu, et cachez votre figure de mégère. Quelle folie de révéler ses griffes devant lui. Ne pouvez-vous deviner les conclusions qu'il en tirera ? Regardez, Heathcliff, voilà des instruments d'exécution. Prenez garde à vos yeux. » « Je les arracherais de ses doigts si jamais il me menaçait, » répondit-il brutalement quand la porte fut refermée sur elle. « Mais quelle était votre intention en agaçant ainsi cette créature, Cathy ? Vous ne disiez pas la vérité, n'est-ce pas ? » « Je vous assure que si. Voilà plusieurs semaines qu'elle se meurt d'amour pour vous. Ce matin encore, elle extravaguait à votre sujet et m'accablait d'un déluge d'injures parce que je lui représentais vos défauts en pleine lumière, afin de refroidir son adoration. Mais n'y faites plus attention. Je voulais punir son insolence, voilà tout. Je l'aime trop, mon cher Heathcliff, pour vous laisser la saisir entièrement et la dévorer. Et je l'aime trop peu pour le tenter. Ou ce serait à la manière d'une goule. Vous entendriez parler de choses étranges si je vivais seul avec cette insipide figure de cire. Les plus communes seraient que j'ai peint sur son blanc visage les couleurs de l'arc-en-ciel et que tous les jours ou tous les 2 jours j'ai fait passer ses yeux du bleu au noir. Ils ressemblent d'une manière détestable à ceux de Linton. « D'une manière délicieuse, » observa Catherine. « Ce sont des yeux de colombe, d'ange. » « Elle est l'héritière de son frère, n'est-ce pas ?» demanda-t-il après un court silence. « Je regretterais de le croire. Une demi-douzaine de neveux la dépouilleront de ce titre, plaise au ciel. Détournez votre esprit de ce sujet pour le moment. Vous êtes trop enclin à convoiter les biens de votre prochain. Souvenez-vous que les biens de ce prochain-là sont les miens. » « S'ils étaient les miens, ils n'en seraient pas moins les vôtres. Mais bien qu'Isabelle Linton puisse être sotte, elle n'est cependant pas folle. En résumé, nous écarterons ce sujet, comme vous le conseillez. » Ils l'écartèrent, en effet, de leurs propos, et Catherine, probablement de ses pensées. L'esprit de l'autre, j'en suis certaine, y revint souvent dans le cours de la soirée. Je le vis se sourire à lui-même, grimacer plutôt, et tomber dans une rêverie de mauvais augure chaque fois que Mrs. Linton eut l'occasion de s'absenter de la pièce. Je résolus de surveiller ses mouvements. Mon cœur s'attachait invariablement au parti de mon maître, de préférence à celui de Catherine. Avec raison, pensai-je, car il était bon, loyal, honorable. Et elle, on ne pouvait pas dire qu'elle fût l'opposé,
Mais pourtant elle semblait se permettre une telle licence que j'avais peu de foi dans ses principes, et encore moins de sympathie pour ses sentiments. Je souhaitais qu'il arrivât quelque chose qui aurait eu pour effet de débarrasser les Hauts et la grange de M. Heathcliff, sans éclat, nous laissant comme nous étions avant son arrivée. Ces visites étaient un perpétuel cauchemar pour moi, et je le soupçonnais pour mon maître aussi. Son séjour à Hurlevent me causait une oppression inexplicable. Je sentais que Dieu avait abandonné à ses vagabondages pervers la brebis égarée, et qu'une bête malfaisante rôdait entre elle et le bercail, attendant le moment de bondir et de détruire. Chapitre 11. Parfois, comme je méditais solitairement sur ces choses, je me levais, prise d'une terreur soudaine, et mettais mon chapeau pour aller voir ce qui se passait à Hurlevent. Je me persuadais que c'était un devoir de conscience d'avertir Hindley de ce qu'on disait de son genre de vie. Puis je me rappelais ses mauvaises habitudes invétérées et, désespérant de pouvoir lui être utile, incertaine de réussir à me faire croire sur parole, je renonçais à pénétrer de nouveau dans la lugubre demeure. Une fois, je franchis la vieille barrière en faisant un détour alors que j'allais à Gimmerton. C'était à peu près à l'époque que mon récit a atteinte. L'après-midi était clair et glacial, la terre dénudée, la route dure et sèche. J'arrivais à une borne où un chemin, dans la lande, s'embranche à gauche sur la grande route. C'est un grossier bloc de grès qui porte gravées les lettres W, H sur sa face nord, G sur sa face est et TG sur sa face sud-ouest. Il sert de poteau indicateur pour la grange, pour les Hauts et pour le village. Le soleil teintait de jaune sa tête grise, me rappelant l'été. Je ne saurais dire pourquoi, mais tout à coup, un flot de sensations de mon enfance jaillit dans mon cœur. Hindley et moi affectionnions cet endroit 20 ans plus tôt. Je regardais longuement le bloc usé par le temps. En me baissant, j'aperçus près du pied un trou encore plein de coquilles d'escargots et de cailloux que nous nous amusions à entasser là avec des choses plus périssables. J'eus la vision, aussi nette que si elle eût été réelle, du compagnon de mon enfance assis sur l'herbe flétrie, sa tête brune et carrée penchée en avant et sa petite main creusant la terre avec un morceau d'ardoise. « Pauvre Hindley !» m'écriai-je, involontairement. Je tressaillis. Mes yeux eurent un instant l'illusion que l'enfant levait la tête et me regardait en face. L'illusion se dissipa en un clin d'œil. Mais je sentis aussitôt un désir irrésistible d'être à Hurlevent. La superstition me pressa de céder à cette impulsion. S'il était mort, pensai-je, ou s'il allait bientôt mourir, si cette apparition était un présage de mort. À mesure que j'approchais de la maison, mon agitation grandissait. Parvenu en vue d'elle, je tremblais de tous mes membres. L'apparition m'avait devancé. Elle était debout, regardant à travers la barrière. Telle fut ma première idée en apercevant un petit garçon aux boucles emmêlées, aux yeux bruns, qui appuyait son frais visage contre les barreaux. Puis la réflexion me suggéra que ce devait être Hareton, mon Hareton, pas très changé depuis que je l'avais quitté 10 mois auparavant. « Dieu te bénisse, mon chéri !» m'écriai-je, oubliant instantanément mes craintes folles. « Hareton, c'est Nelly, Nelly, ta nourrice !» Il recula hors de portée de mon bras et ramassa un gros silex. « Je suis venu voir ton père, Hareton, » ajoutai-je. Je devinais par son geste que, si par hasard Nelly vivait encore dans sa mémoire, il ne m'identifiait pas avec elle. Il leva son projectile pour le lancer. Je commençai un discours pour l'apaiser, mais je ne pus arrêter sa main. La pierre frappa mon chapeau. Puis,
des lèvres balbutiantes du petit bonhomme sortit un chapelet de jurons proférés, qu'il les comprit ou non, avec une énergie qui révélait l'habitude et qui donnait à ses traits enfantins une révoltante expression de méchanceté. Vous pouvez penser que j'en fus plus affligé qu'irrité. Sur le point de pleurer, je tirai de ma poche une orange et la lui offris pour l'amadouer. Il hésita, puis me l'arracha des mains, comme s'il s'imaginait que je voulais seulement le tenter et le désappointer. Je lui en montrai une autre, en la tenant hors de son atteinte. « Qui t'a appris ces jolis mots, mon petit ?» demandai-je. « Le pasteur ?»« Le diable emporte le pasteur, et toi aussi. Donne-moi ça, » répliqua-t-il. « Dis-moi où tu as pris tes leçons, et tu l'auras. Qui est ton maître ? » ?»« Mon diable de papa. »« Et que t'apprend ton papa ?» Il sauta pour attraper le fruit. Je l'élevai un peu plus haut. « Que t'apprend-il » répétai-je. « Rien. Qu'à ne pas me trouver sur son chemin. Papa ne peut pas me souffrir parce que je jure après lui. »« Ah, et c'est le diable qui t'apprend à jurer après ton papa ?»« Oui. Non, grommela-t-il. »« Qui, alors ?»« Heathcliff. » Je lui demandai s'il aimait M. Heathcliff. « Oui, répondit-il. » Désirant de connaître les raisons qu'il avait de l'aimer, je ne pus tirer de lui que ces phrases. « Je ne sais pas. Il rend à papa ce que papa me donne. Il injurie papa qui m'injurie. Il dit qu'on doit me laisser faire ce que je veux. » « Et le pasteur ne t'apprend donc pas à lire et à écrire ? » ?»« Non, on m'a dit que le pasteur aurait les dents renfoncées dans la gorge s'il franchissait jamais le seuil. Heathcliff l'a promis. » Je lui mis l'orange dans la main et lui dis de faire savoir à son père qu'une femme du nom de Nelly Dean attendait pour lui parler, près de la porte du jardin. Il remonta la chaussée et entra dans la maison. Mais au lieu de Hindley, ce fut Heathcliff qui apparut sur le pas de la porte. Je fis aussitôt demi-tour et redescendis la route en courant de toutes mes forces sans m'arrêter, jusqu'à ce que j'eusse atteint la borne indicatrice, et aussi épouvanté que si j'eusse évoqué un démon. Tout cela n'a pas grand rapport avec l'histoire de Miss Isabelle, sinon que j'en fus incité à la résolution de monter à l'avenir une garde vigilante et de faire tous mes efforts pour empêcher une si mauvaise influence de gagner la grange, même si je devais soulever un orage domestique en contrariant le plaisir de Mrs. Linton. La première fois que Heathcliff revint, la jeune demoiselle se trouvait dans la cour, en train de donner à manger aux pigeons. Elle n'avait pas adressé la parole à sa belle-sœur depuis 3 jours, mais elle avait également cessé ses plaintes maussades, ce qui était pour nous un grand soulagement. Heathcliff n'avait pas l'habitude de prodiguer à Miss Linton une seule politesse inutile, je le savais. Cette fois, dès qu'il l'aperçut, sa première précaution fut d'inspecter du regard la façade de la maison. Je me tenais près de la fenêtre de la cuisine, mais je me reculais pour n'être pas vu. Il franchit les pavés, s'approcha d'elle et lui dit quelque chose. Elle parut embarrassée et désireuse de s'en aller. Pour l'en empêcher, il lui posa la main sur le bras. Elle détourna le visage. Il lui adressait apparemment une question à laquelle elle ne voulait pas répondre. Il lança rapidement un nouveau regard sur la maison et, pensant que personne ne le voyait, le gredin eut l'impudence de l'embrasser. « Judas, traître !» m'écriai-je. « Vous êtes un hypocrite, par-dessus le marché, hein ? Un cynique imposteur. »« Qui est-ce, Nelly ?» dit Catherine à côté de moi. J'avais été si attentive à épier le couple dehors que je n'avais pas remarqué son entrée. « Votre indigne ami, » répondis-je avec chaleur, « le vil gredin qui est là-bas. Ah, il nous a aperçus. Il vient. Je me demande s'il aura le cœur de trouver une excuse plausible pour faire la cour à Miss, après vous avoir dit qu'il la haïssait. » Mrs. Linton vit Isabelle se dégager et s'enfuir dans le jardin. 1 minute après, Heathcliff ouvrait la porte.
Je ne pus m'empêcher de donner cours à mon indignation. Mais Catherine m'imposa silence avec colère et menaça de m'expulser de la cuisine si j'osais être assez présomptueuse pour faire intervenir mon insolente langue. « À vous entendre, on croirait que c'est vous qui êtes la maîtresse, » s'écria-t-elle. « Tenez-vous donc à votre place. Heathcliff, à quoi pensez-vous de soulever tout ce tapage ? Je vous ai dit de laisser Isabelle tranquille. » « Je vous prie de m'écouter, à moins que vous ne soyez là d'être reçu ici, et que vous ne vouliez que Linton vous ferme les verrous au nez. »« Dieu le préserve de s'y essayer, » répondit le sinistre coquin, que je détestais à ce moment-là. « Que Dieu le conserve doux et patient. Chaque jour, j'ai une envie de plus en plus folle de l'envoyer au ciel. »« Chut !» dit Catherine en fermant la porte intérieure. « Ne me tourmentez pas. Pourquoi n'avez-vous pas tenu compte de ma prière ? Est-ce Isabelle qui s'est mise à dessein sur votre chemin ? » ?»« Que vous importe, grommela-t-il. J'ai le droit de l'embrasser, si cela me plaît. Et vous n'avez rien à y voir. Je ne suis pas votre mari. Vous n'avez pas à être jalouse de moi. »« Je ne suis pas jalouse de vous. Je suis jalouse pour vous. Déridez ce visage. Je ne vous permets pas de prendre cet air renfrogné devant moi. Si Isabelle vous plaît, vous l'épouserez. Mais vous plaît-elle ? Dites-moi la vérité, Heathcliff. Là, vous ne voulez pas répondre. Je suis sûre qu'elle ne vous plaît pas. Et M. Linton approuverait-il le mariage de sa sœur avec cet homme ? Demandai-je. M. Linton devrait l'approuver, repartit ma maîtresse d'un ton décidé. Il pourrait s'en épargner la peine, observa Heathcliff. Je me passerais fort bien de son approbation. Quant à vous, Catherine, j'ai quelques mots à vous dire, pendant que nous y sommes. Je veux que vous n'ignoriez pas ceci. Je sais que vous m'avez traité d'une manière infernale. Infernale, entendez-vous ? Et si vous vous flattez que je ne m'en aperçois pas, vous avez perdu la tête. Et si vous croyez que je me laisserai consoler par des paroles mielleuses, vous êtes stupide. Et si vous vous figurez que je souffrirai sans me venger, je vous convaincrai du contraire d'ici fort peu de temps. En attendant, merci de m'avoir révélé le secret de votre belle-sœur. Je jure que j'en tirerai le meilleur parti possible. Et ne vous en mêlez pas. Quelle nouvelle face de son caractère est-ce là ? S'écria Mrs. Linton, stupéfaite. Je vous ai traité d'une manière infernale ? Et vous, voulez vous venger ? Comment vous y prendrez-vous, brute ingrate ? En quoi vous ai-je traité d'une manière infernale ? Je ne cherche pas à me venger sur vous, répondit Heathcliff avec moins de véhémence. Ce n'est pas là mon plan. Le tyran opprime ses esclaves et ce n'est pas contre lui qu'il se tourne. Ils écrasent ceux qui se trouvent sous leurs pas. Vous pouvez, pour vous amuser, me torturer jusqu'à la mort, mais permettez-moi de m'amuser un peu, moi aussi, de la même façon, et abstenez-vous de m'insulter, autant que vous en êtes capable. Après avoir rasé mon palais, n'érigez pas une cahute et n'admirez pas complaisamment votre propre charité en me la donnant pour demeure. Si j'imaginais que vous souhaitez réellement de me voir épouser Isabelle, je me couperais la gorge. Oh, le mal vient de ce que je ne suis pas jalouse, n'est-ce pas ? Bon, je ne vous renouvellerai pas mon offre d'une femme. C'est aussi mal que d'offrir à Satan une âme perdue. Votre bonheur, comme le sien, consiste à infliger la souffrance. Vous le prouvez. Edgar est guéri de la mauvaise humeur à laquelle il avait donné cours lors de votre arrivée. Je commence à me sentir en sécurité et tranquille. Et vous, ne pouvant supporter de nous savoir en paix, vous paraissez décidé à provoquer une querelle. Querellez-vous avec Edgar, si cela vous plaît, Heathcliff, et trompez sa sœur. Vous aurez trouvé exactement la manière la plus efficace de vous venger sur moi. La conversation cessa. Mrs. Linton s'assit près du feu, irritée et sombre. Le démon qui était en elle devenait intraitable. Elle ne pouvait ni l'apaiser ni le réfréner. Lui se tenait devant l'âtre, les bras croisés, ruminant ses pensées mauvaises. C'est dans cette situation que je les laissais pour aller trouver mon maître,
qui se demandait ce qui retenait Catherine en bas si longtemps. « Hélène, demanda-t-il quand j'entrai, avez-vous vu votre maîtresse ?»« Oui, elle est dans la cuisine, monsieur. Elle est toute bouleversée de la conduite de monsieur Heathcliff. Et vraiment, je crois qu'il est temps de mettre ses visites sur un autre pied. Trop de douceur ne vaut rien, et voici où en sont venues les choses. » Je racontais la scène dans la cour, et, aussi fidèlement que je l'osais, toute la dispute subséquente. Je pensais que je ne pouvais porter un si grand préjudice à Mrs. Linton, à moins qu'elle ne se fît tort à elle-même, par la suite, en prenant la défense de son hôte. Edgar Linton eut de la peine à m'écouter jusqu'au bout. Ses premiers mots révélèrent qu'il n'exemptait pas sa femme de blâme. « C'est intolérable !» s'écria-t-il. « Il est honteux qu'elle l'avoue pour amie et qu'elle m'impose sa société. Faites-moi venir de l'office 2 hommes, Hélène. Je ne veux pas que Catherine s'attarde plus longtemps à discuter avec ce bas coquin. Voilà trop longtemps que je lui passe ses fantaisies. » Il descendit, ordonna aux domestiques d'attendre dans le corridor et entra dans la cuisine où je le suivis. Ceux qui s'y trouvaient avaient repris leur discussion courroucée. Mrs. Linton, du moins, frondait de plus belle. Heathcliff s'était approché de la fenêtre, la tête basse, un peu démontée, apparemment, par cette violente semence. Ce fut lui qui le premier aperçut le maître. Vite, il fit signe à Catherine de se taire. Elle obéit brusquement en découvrant la raison de ce geste. « Qu'est ceci ?» dit Linton en s'adressant à elle. « Quel sentiment des convenances pouvez-vous bien avoir pour rester là, après le langage que vous a tenu ce drôle ? Je suppose que vous n'y attachez pas d'importance parce que c'est sa manière ordinaire de s'exprimer. Vous êtes habitué à sa vilainie, et vous vous figurez peut-être que je m'y habituerai aussi. » « Est-ce que vous avez écouté à la porte, Edgar ?» demanda ma maîtresse sur un ton particulièrement calculé pour provoquer son mari, un ton qui impliquait à la fois l'insouciance et le dédain de son irritation. Heathcliff, qui avait levé les yeux pendant le discours d'Edgar, ricana à cette répartie, dont le dessein, semblait-il, de détourner sur lui l'attention de M. Linton. Il y réussit, mais Edgar était résolu à ne pas se laisser aller envers lui à des transports de colère. « J'ai été jusqu'à présent indulgent pour vous, monsieur, dit-il, tranquillement. Non que j'ignorasse votre caractère méprisable et dégradé, mais parce que je sentais que vous n'étiez que partiellement responsable. Comme Catherine désirait de rester en relation avec vous, j'y ai consenti, sottement. Votre présence est un poison moral qui contaminerait les plus vertueux. Pour cette raison, et pour prévenir des suites plus graves, je vous refuserai à l'avenir l'accès de cette maison, et je vous avertis maintenant que j'exige votre départ immédiat. 3 minutes de retard rendraient ce départ involontaire et ignominieux. » Heathcliff toisa la taille et la carrure de son interlocuteur d'un œil plein de dérision. « Cathy, votre agneau que voilà menace comme un taureau, dit-il. Il court risque de se fendre le crâne contre mes poings. Pardieu, monsieur Linton, je suis au désespoir que vous ne valiez même pas qu'on vous envoie rouler à terre. » Mon maître jeta un regard vers le corridor et me fit signe d'aller chercher les hommes. Il n'avait pas l'intention de se risquer à une rencontre personnelle. J'obéis à son indication. Mais Mrs. Linton, soupçonnant quelque chose, me suivit. Quand j'essayais d'appeler les hommes, elle me repoussa, ferma violemment la porte et tourna la clé. « Joli procédé, dit-elle en réponse au regard de surprise courroucé de son mari. Si vous n'avez pas le courage de l'attaquer, faites-lui vos excuses ou reconnaissez-vous battu. Cela vous corrigera de l'envie de feindre plus de bravoure que vous n'en avez. Non, j'avalerai la clé avant que vous l'attrapiez. Je suis admirablement récompensée de ma bonté pour vous deux. Après une constante indulgence pour la faible nature de l'un et la mauvaise nature de l'autre, je reçois comme remerciement 2 témoignages d'ingratitude aveugle, stupide, jusqu'à l'absurdité. Edgar, j'étais en train de vous défendre, vous et les vôtres.
Et je voudrais que Heathcliff vous rouât de coups, à vous en rendre malade, pour avoir osé mal penser de moi. » Les coups ne furent pas nécessaires pour produire cet effet sur le maître. Il essaya d'arracher la clé à Catherine, qui, pour plus de sûreté, la jeta en plein milieu du feu, sur quoi M. Edgar fut saisi d'un tremblement nerveux et devint mortellement pâle. Pour rien au monde, il n'aurait pu dominer cet excès d'émotion. L'angoisse et l'humiliation réunies l'accablaient complètement. Il s'appuya sur le dossier d'une chaise et se couvrit le visage. « Oh ciel! Dans les anciens temps, voilà qui vous eût valu les éperons de chevalier !» s'écria Mrs. Linton. « Nous sommes vaincus! Nous sommes vaincus! Heathcliff ne lèverait pas plus un doigt contre vous que le roi ne mettrait son armée en marche contre une bande de souris. Courage! On ne vous fera pas de mal. Vous n'êtes pas un agneau, mais un levreau à la mamelle. » « Je vous souhaite bien du plaisir avec ce lâche qui a du lait dans les veines, Cathy, » dit son ami. « Je vous fais compliment de votre goût. Et voilà l'être bavant et frissonnant que vous m'avez préféré. Je ne voudrais pas le frapper avec mon poing, mais j'éprouverais une satisfaction considérable à le frapper avec mon pied. Pleure-t-il ou va-t-il s'évanouir de peur ?» Il s'approcha et secoua la chaise sur laquelle Linton s'appuyait. Il eût mieux fait de rester à distance. Mon maître bondit soudainement et lui porta à la gorge un coup qui aurait renversé un homme plus frêle. Il en eut la respiration coupée pendant 1 minute. Tandis qu'il suffoquait, M. Linton sortit dans la cour par la porte de derrière et, de là, revint vers la porte de la façade. « Voilà, vos visites ici sont terminées, » s'écria Catherine. « Partez maintenant. Il va revenir avec une paire de pistolets et une demi-douzaine d'hommes de renfort. S'il a entendu notre conversation, il ne vous pardonnera certainement jamais. Vous m'avez joué un vilain tour, Heathcliff. Mais partez, dépêchez-vous. J'aimerais mieux voir Edgar aux abois que vous. »« Pensez-vous que je vais m'en aller avec ce coup qui me brûle la gorge ?» dit-il d'une voix tonnante. « Par l'enfer, non. Avant de franchir le seuil, je lui écraserai les côtes, comme je ferais d'une noisette pourrie. Si je ne le terrasse pas tout de suite, je le tuerai une autre fois. Ainsi, pour peu que vous teniez à son existence, laissez-moi le rejoindre. »« Il ne vient pas par ici, » interrompis-je en forgeant un petit mensonge. « Voilà le cocher et les 2 jardiniers. Vous n'allez sûrement pas attendre qu'ils vous jettent sur la route. Chacun d'eux a un gourdin et le maître, très vraisemblablement, est en observation à la fenêtre du petit salon pour voir s'ils exécutent ses ordres. » Les jardiniers et le cocher étaient bien là, mais Linton y était avec eux. Ils étaient déjà entrés dans la cour. Heathcliff, à la réflexion, résolut d'éviter une rixe avec 3 subalternes. Il saisit le tisonnier, fit sauter la serrure de la porte intérieure et s'échappa au moment qu'ils entraient. Mrs. Linton, qui était très agitée, me dit de la suivre en haut. Elle ignorait la part que j'avais prise à cette scène, et je tenais beaucoup à la maintenir dans cette ignorance. « Je suis presque folle, Nelly !» s'écria-t-elle en se jetant sur le sofa. « 1 millier de marteaux de forgeron battent dans ma tête. Dites à Isabelle de ne pas se montrer devant moi. C'est elle qui est cause de tout ce trouble, et si elle, ou tout autre, aggravait en ce moment ma colère, je deviendrais enragée. Et puis, Nelly, dites à Edgar, si vous le revoyez ce soir, que je suis en danger de tomber sérieusement malade. Je souhaite que cela devienne une réalité. Il m'a affreusement choquée et peinée. Je veux lui faire peur. En outre, il pourrait venir me dévider une kyrielle d'injures ou de plaintes. Je suis sûre que je récriminerais et Dieu sait comment cela finirait. Voulez-vous faire ce que je vous demande, ma bonne Nelly ? Vous savez que je ne suis blâmable en rien dans toute cette affaire. Qu'est-ce qui lui a pris d'écouter aux portes ? Les paroles de Heathcliff ont été outrageantes, après que vous nous avez eu quittés. Mais j'aurais bientôt réussi à le détourner d'Isabelle, et le reste ne signifiait rien. Maintenant, tout est gâté par l'envie d'entendre dire du mal de soi qui obsède certaines gens comme un démon. Si Edgar n'avait pas surpris notre conversation, il ne s'en serait pas plus mal trouvé.
Vraiment, quand il m'a entreprise sur ce ton d'irritation déraisonnable, après que je venais de gronder Heathcliff à son sujet, à en être enroué, je ne me souciais guère de ce qu'ils pouvaient se faire l'un à l'autre. Avant tout, je sentais bien que, de quelque façon que se terminât la scène, nous serions tous séparés. Dieu sait pour combien de temps. Si je ne peux pas garder Heathcliff pour ami, si Edgar veut être vil et jaloux, j'essayerai de briser leur cœur en brisant le mien. Ce sera une manière expéditive d'en finir, en cas que je sois poussé à bout. Mais c'est une condition à réserver pour le moment où tout espoir sera perdu. Je ne voudrais pas prendre ainsi Linton par surprise. Jusqu'à présent, il a été bien avisé dans sa crainte de me provoquer. Il faut que vous lui représentiez le danger qu'il y aurait à se départir de cette prudence, que vous lui rappeliez ma nature passionnée, qui se laisse entraîner, quand elle est excitée, jusqu'à la furie. Je voudrais que vous puissiez chasser de votre visage cette apathie et avoir l'air plus inquiet à mon sujet. L'impassibilité avec laquelle je recevais ces instructions était sans doute assez exaspérante, car c'est en toute sincérité qu'elles étaient données. Mais je pensais qu'une personne capable de projeter par avance, de tirer parti de ses accès de colère, pouvait bien, par un effort de volonté, arriver à se dominer suffisamment, même pendant qu'elle était sous l'influence de ses accès. Je n'avais nulle envie de faire peur à son mari, comme elle disait, et d'augmenter les ennuis de celui-ci pour servir son égoïsme. Aussi ne dis-je rien quand je rencontrai mon maître qui se dirigeait vers le petit salon. Mais je me permis de revenir sur mes pas pour écouter s'ils reprendraient leur querelle. Ce fut lui qui parla le premier. « Demeurez où vous êtes, Catherine, » dit-il, sans aucune colère dans la voix, mais avec beaucoup d'abattement et de tristesse. « Je ne resterai pas longtemps. Je ne suis venu ni pour disputer, ni pour me réconcilier, mais je voudrais seulement savoir si, après les événements de ce soir, vous avez l'intention de continuer votre intimité avec... »« Oh, par pitié !» interrompit ma maîtresse en frappant du pied. « Par pitié, ne parlons plus de cela pour le moment. Votre sang, toujours calme, ne connaît pas les ardeurs de la fièvre. Vos veines sont remplies d'eau glacée. Les miennes sont en ébullition et la vue d'une telle froideur les fait bondir. »« Pour vous débarrasser de moi, répondez à ma question, » insista M. Linton. « Il faut que vous me répondiez. Et cette violence ne m'alarme pas. J'ai découvert que vous pouviez être aussi stoïque que n'importe qui quand cela vous plaît. Voulez-vous désormais renoncer à Heathcliff ou voulez-vous renoncer à moi? Il est impossible que vous soyez à la fois mon amie et la sienne, et j'exige absolument que vous disiez qui vous choisissez. »« J'exige que vous me laissiez seule !» s'écria Catherine avec fureur. « Je le veux. Ne voyez-vous pas que je puis à peine me soutenir? Edgar, laissez-moi !» Elle tira le cordon de la sonnette jusqu'à le briser. J'entrai doucement. C'en était assez pour mettre à l'épreuve l'humeur d'un saint que des rages aussi insensées, aussi perverses. Elle était là, étendue, frappant de la tête sur le bras du sofa et grinçant des dents, à croire qu'elle allait les faire voler en éclats. M. Linton, debout, la regardait, soudain pris de remords et de crainte. Il me dit d'aller chercher un peu d'eau. Elle n'avait plus de souffle pour parler. J'apportai un verre plein. Et, comme elle ne voulait pas boire, je lui aspergeai la figure. En quelques secondes, elle s'allongea, devint raide et renversa les yeux, tandis que ses joues, soudain décolorées et livides, revêtaient l'aspect de la mort. Linton paraissait frappé de terreur. « Il n'y a pas à s'inquiéter le moins du monde, » murmurai-je. Je ne voulais pas qu'il cédât, quoique je ne pusse m'empêcher d'être effrayée en moi-même. « Elle a du sang sur les lèvres, » dit-il en frissonnant. « Peu importe, » répondis-je sèchement. Et je lui racontai comment elle avait résolu, avant son arrivée, de donner le spectacle d'une crise de fureur. J'eus l'imprudence de lui en faire part tout haut, et elle m'entendit, car elle se dressa, les cheveux épars sur les épaules, les yeux flamboyants, les muscles du cou et des bras saillants d'une façon anormale. Je prévoyais quelques os brisés pour le moins,
mais elle se borna à regarder un instant autour d'elle, puis s'élança hors de la pièce. Mon maître m'enjoignit de la suivre, ce que je fis jusqu'à la porte de sa chambre. Elle m'empêcha d'aller plus loin en la fermant sur moi. Le lendemain matin, comme elle ne manifestait pas l'intention de descendre déjeuner, j'allai lui demander si elle désirait qu'on lui montât quelque chose. « Non !» répondit-elle d'un ton péremptoire. La même question fut répétée à l'heure du dîner et à celle du thé, et encore le jour suivant, et elle reçut toujours la même réponse. M. Linton, de son côté, passa son temps dans la bibliothèque et ne s'informa pas de ce que faisait sa femme. Isabelle et lui eurent un entretien d'1 heure, pendant lequel il s'efforça de découvrir en elle quelques traces du sentiment d'horreur qu'auraient dû lui inspirer les avances de Heathcliff. Mais il ne put rien tirer de ces réponses évasives, et fut obligé de clore son enquête sans avoir obtenu satisfaction. Il ajouta toutefois ce grave avertissement que, si elle était assez insensée pour encourager cet indigne prétendant, tout lien de parenté entre elle et lui serait rompu.